Voilà, bonjour. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de parcourir les pages 15 à 21, histoire de rattraper un petit peu le retard que j'ai pris pendant le cours en semi-présentiel, et histoire aussi de mettre les choses à plat pour tout le monde. Donc, on va peut-être faire un petit rappel. Si on a un ensemble A qui est une collection d'objets, on dit que cardinal de A est égal à un certain petit n dans les naturels. Si et seulement si A peut s'écrire sous la forme A1 jusqu'à AN, c'est-à-dire, en d'autres termes, s'il y a une bijection entre les éléments de A et les n premiers naturels. Donc c'est la notation double barre ici, cette notation-là indique, donc certains d'entre vous pourraient penser que ça ressemble à une valeur absolue. Donc ça indique la cardinalité de n. On dit qu'il y a n éléments si on peut les numéroter sans ambiguïté de 1 à n. Donc si on peut numéroter les éléments de A sans ambiguïté, c'est très important, de 1 à n. Par exemple, si A c'est l'ensemble 1, 3, 5, 7, 9, celui-ci on pourrait dire que c'est le premier, donc ça c'est A1, ça c'est A2, ça c'est A3, ça c'est A4 et ça c'est A5, et donc on n'a que le cardinal de A, c'est 5. Voilà, je crois que c'est clair. Alors il y avait l'axiome 1. Donc le but du jeu de ce chapitre-ci, de cette section, c'est de montrer comment on peut dénombrer des ensembles, c'est-à-dire trouver combien il y a d'éléments dans des ensembles. Je crois qu'il n'y a pas vraiment trop besoin de justifier pourquoi c'est important de pouvoir dénombrer des ensembles. Et l'axiome 1 dit que si A et B sont disjoints, alors le nombre d'éléments dans A union B, si aussi A et B sont finis, donc ce sont des ensembles qui contiennent un nombre fini d'éléments. S'ils sont disjoints, alors le nombre d'éléments dans A union B, c'est égal au nombre d'éléments dans A plus le nombre d'éléments dans B. Et ça, je crois peut-être en dessin, c'est extrêmement intuitif. Si vous avez A qui est ici, qui contient un certain nombre d'éléments, si vous avez B qui est ici, qui contient un autre nombre d'éléments, s'ils sont parfaitement disjoints, alors le nombre d'éléments dans l'union, c'est simplement la somme du nombre d'éléments dans l'un plus celle du nombre d'éléments, avec celle du nombre d'éléments dans l'autre ensemble. Donc on a passé un petit peu de temps là-dessus au cours précédent, et on a un peu regardé les conséquences de cet axiome. Je ne vais pas revenir sur les preuves. Les conséquences de l'axiome sont les suivantes. Premièrement, si vous avez une collection d'ensembles qui sont 2 à 2 disjoints, donc j'écris ça un petit peu différemment ici maintenant, en langage un peu plus mathématique que ce qu'il y a dans les transparents. Donc je suis en train de lire ce que je suis en train d'entourer ici, c'est-à-dire cette partie-là, vous la voyez. Donc, si vous avez une collection d'ensembles qui sont 2 à 2 disjoints, alors le nombre d'éléments dans leur union, c'est simplement là, je vais peut-être encore noter ça aussi différemment. Alors le nombre d'éléments dans l'union pour i qui va de 1 à n dAi, c'est simplement la somme pour i qui va de 1 à n du nombre d'éléments qu'il y a dans chaque ensemble. Donc ce qui est important dans cet énoncé-là, c'est évident en fait. Si c'est vrai pour deux ensembles, c'est vrai aussi pour 3, pour 4, pour 15, pour 1000. Ce qui est important, c'est que les ensembles sont disjoints. Le nombre d'éléments dans une union d'ensemble disjoints, c'est simplement la somme du nombre d'éléments dans chacun. Ça, c'est évidemment utile, mais c'est aussi évidemment évident. Deuxièmement, si A est une partie de oméga, alors le nombre d'éléments dans le complémentaire de A, c'est simplement le nombre d'éléments dans oméga moins le nombre d'éléments dans A. Ça, on avait démontré aussi, c'était relativement simple, on utilisait simplement l'axiome 1. Troisième affirmation, si A et B sont des ensembles finis,
quelconque, donc pas nécessairement disjoint, mais quelconque. Alors, le nombre d'éléments dans leur union, c'était la somme du nombre d'éléments dans l'un avec celle du nombre d'éléments dans l'autre. Donc, c'est le même début de formule que la formule que je vais entourer en orange ici. C'est le même début, sauf qu'il faut compenser pour le fait qu'ils ont une intersection non nulle. Donc, il faut retirer l'intersection, le nombre d'éléments qu'il y a dans l'intersection des deux. Comme ceci. Alors, petite remarque que je n'avais pas faite pendant le cours théorique. Si A et B sont disjoints, leur intersection est vide, et vous savez que le cardinal de l'ensemble vide, c'est 0. Et donc, la formule, disons qu'on va l'appeler star star, celle-là, permet de récupérer la formule star, qui sera celle-là. Voilà. La formule 3 était, enfin, donc star star est possible, on peut la généraliser. Et donc, par exemple, on a que si A et B et C sont des ensembles finis. Alors, il y a une formule aussi pour... Est-ce que j'ai la place? Faisons ça comme ça. Il y a aussi une formule pour dénombrer le nombre d'éléments qu'il y a dans l'union des trois. Donc ça va être quoi? Ça va être la somme de tout ce qu'il y a dans chacun d'entre eux. On va ensuite retirer les intersections. Donc A et B, A et C, B et C. Et puis on va rajouter l'intersection triple. Donc on avait passé un petit peu de temps, on avait passé quasiment tout le cours précédent à démontrer ces conséquences de l'axiome 1. Donc l'axiome 1, c'est celui-ci. Je vais l'entourer joliment. Ça, c'est l'axiome 1. Voilà. Et à partir de cet axiome 1, que je m'amuse à colorier pour faire quelque chose de très très joli, à partir de cet axiome 1, on obtient 4 conséquences, même un petit peu plus, mais on y reviendra plus tard, qui sont le cardinal d'une union d'ensemble disjoint, c'est la somme des cardinaux des ensembles. Le cardinal des complémentaires, c'est simplement le cardinal du tout, moins le cardinal d'ensemble dont on a pris le complémentaire. Le cardinal d'une union quelconque, c'est la somme des cardinaux des ensembles dont on retire le cardinal de l'intersection. Mais cette formule se généralise pour calculer le cardinal de plus de deux ensembles. Et la formule qui est donnée ici, que je vais appeler star star star, qui se généralise aussi pour 4 ensembles, etc. Attendez, j'ai un appel. Alors, il y avait l'axiome 2 sur lequel on avait commencé, duquel on avait commencé à parler au cours. L'axiome 2, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte aussi quelque chose d'assez intuitif, c'est qu'il permet de dénombrer des ensembles qui sont construits non pas par union, mais par produit. Donc il dit quoi l'axiome 2? C'est l'axiome de multiplication. Il dit que si vous avez un ensemble de suites, donc si votre ensemble est composé de l'ensemble des suites T1, T2 jusqu'à TK, donc composé des combinaisons de K éléments, et ces K éléments donc tels que il y a N1 contraintes pour T1, désolé j'écris pas très bien, N2 contraintes pour T2, N3 contraintes pour T3, allez je vais quand même l'écrire, donc N2 contraintes pour T2, 3 petits points, jusqu'à NK contraintes pour TK.
Donc il y a N1 contraintes pour T1, N2 contraintes pour T2 jusqu'à NK contraintes pour TK. Il y a K, votre suite est composée de K termes. Si votre ensemble c'est celui-là, alors axiome 2, il vous dit que le cardinal de A, c'est simplement N1 fois N2 fois N3 jusqu'à fois NK. Donc ça c'est notre axiome 2. Donc c'est un axiome, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une vérité que je vous annonce, que nous n'allons pas prouver. On la prend comme vérité, vérité absolue, on va dire. Voilà. Axiome 2. Et cet axiome 2, bah, votre cerveau, il le fait... il est peut-être un petit peu plus compliqué que l'axiome 1, mais votre cerveau le fait de manière très 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 naturelle et quasiment automatique. On avait fait quelques exemples la semaine passée, enfin au cours de lundi. Donc combien y a-t-il de nombres à deux chiffres? Combien y a-t-il de nombres à deux chiffres? Ça c'est facile. Vous avez deux contraintes, contrainte 1, contrainte 2. Il y a, pour la première contrainte, il y a combien de pardon, vous avez deux termes. Là, vous avez, pour avoir un nombre de chiffres, vous avez un nombre à deux termes. Le premier, le terme des dizaines, le terme des unités. Il y a combien de contraintes pour le premier terme? Vous pouvez prendre n'importe quoi de 1 à 9. Et donc il y a 9 contraintes pour le premier terme. Ensuite, il y a combien de contraintes pour le deuxième terme? Vous pouvez prendre n'importe quoi de 0 à 9. Donc vous avez 10 contraintes possibles ici. Donc dans ce cas-ci, K vaut 2, N1 vaut 9, N2 vaut 10. Et du coup, par l'axiome 2, vous savez qu'il y a combien de nombres de chiffres? Il y en a 9 fois 10, c'est-à-dire 90. Combien est-ce qu'il y a de nombres à 10 chiffres? Ici, dans ce cas-ci, vous avez 10 contraintes. Enfin, pardon, vous avez 10 termes à votre suite. La première contrainte, donc je ne vais plus écrire les NI parce que c'est un peu embêtant. Je vais simplement faire des petites lignes. Moi, j'aime bien faire des petites lignes. Vous faites ça comme vous voulez chez vous. Donc, j'ai 10 termes. J'ai 9 contraintes pour la première. C'est que la première doit être évidemment... ça ne peut pas être 0. Donc, c'est de 1 à 9. Puis après, tous les autres sont... Il y a 10 choix. Du coup... Voilà. Du coup, il y a combien de nombres à 10 chiffres? Il y en a 9 fois 10 à la puissance 9. Ça devient peut-être plus rigolo si on se rajoute des contraintes un peu plus compliquées. Donc, combien est-ce qu'il y a de mots de 3 lettres dans l'alphabet standard? Donc, qui contient juste les lettres de A à Z. Donc, c'est l'alphabet A, B jusqu'à Z. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on a? On a 3 contraintes. On a 3 termes. Il y a combien de contraintes pour le premier? 26. Il y a combien de contraintes pour le deuxième? Il y en a 26. Ça peut aller des lettres de A à Z à chaque fois. Et donc, ça va simplement faire 26 au cube. C'est peut-être pas très lisible, ça. On pourrait se demander, tiens, combien de mots de 3 lettres qui ne contiennent pas A? Donc, qui ne contiennent pas la lettre A, ça c'est facile. Il n'y a plus que 25 choix. Donc c'est 25, 25, 25. Et donc ça va nous faire 25 au cube. On pourrait se demander aussi combien de mots de 3 lettres qui contiennent
exactement un A. Donc exactement 1. Ben, s'il y en a exactement un, il pourrait être soit au début, je mets le A ici, auquel cas là, ben, il y a une seule contrainte, il y a une seule contrainte possible, il faut que le A soit ici, donc j'en ai une contrainte. Puis après ici, ben, ça peut être toutes les lettres sauf A. Donc j'ai 25 choix pour la deuxième lettre, puis j'ai 25 choix pour la troisième lettre. Du coup, bah, ça va me faire une fois 25 au carré. Mais ça, c'est toutes celles qui commencent par un A. Donc le choix de ma position du mettre le A en premier lieu, bah, je peux aussi mettre le A en second lieu. Je pourrais le mettre ici, ou je pourrais le mettre ici. Et pour chaque choix, j'ai à chaque fois une fois 25 au carré, façon de construire un mot qui contient exactement un seul A en première, deuxième ou troisième position. Ce qui fait qu'en fait, j'ai quoi ? J'ai tous mes mots de 3 lettres qui contiennent exactement un A. C'est soit ceux qui commencent par un A, soit ceux qui ont un A au milieu, soit ceux qui terminent par un A. J'applique maintenant l'axiome 1 pour dire qu'en fait, ça va me faire 3 fois 25 au carré. Ce 3 ici, il vient du fait que je fais varier ma contrainte de la position de l'unique A qu'il y a dans mon mot. Alors, on pourrait se demander aussi combien de mots de 3 lettres qui contiennent au moins un A. Et donc, ça, on en avait parlé au cours aussi. Et, je m'étais laissé un peu distraire. Donc, qui contiennent au moins un A, comment on va faire ça ? Il y a deux façons de faire. Alors, la première, ce serait de dire contenir au moins un A, c'est en avoir exactement un, ou exactement 2, ou exactement 3. On est d'accord ? Pour contenir au moins un A, soit on en a un, exactement, soit on en a 2, soit on en a 3. Exactement un A, on l'a déjà calculé. Ça faisait 3 fois 25 au carré. Exactement 2, ça c'est plus... On n'a pas calculé, mais c'est assez facile. Pour avoir exactement 2 A, qu'est-ce qu'il faut avoir ? Il faut avoir... soit on a un A ici et un A là, et alors on n'a plus que 25 choix pour le troisième. Soit on a un A ici, et on n'a pas un A ici, et on a un A là. Soit on a un A dans les deux dernières positions. Ce qui fait quoi ? Ce qui fait qu'il y a 3 fois 25 façons de construire un mot de 3 lettres qui contient exactement 2 A. Et avoir exactement 3 A, ça c'est facile. Il n'y a qu'un seul mot qui contient exactement 3 A, c'est le mot A. Donc c'est 1 fois 1 fois 1 pour les contraintes. Du coup, on vient de calculer quoi ? On vient de calculer qu'il y a combien de mots qui contiennent au moins un A ? Il y en a 3 fois 25 au carré, plus 3 fois 25, plus 1, ce qui fait, je vais calculer ça avec une calculette, parce que je ne sais pas faire ça de tête. Ça fait 1951. Quelque part, la valeur numérique n'est pas très importante. Donc la deuxième façon de faire, c'est de dire contenir au moins un A. Tous les mots, donc c'est quoi ? On va appliquer une des conséquences de l'axiome 1, c'est-à-dire l'ensemble des mots qui contiennent au moins un A. Non, je vais faire ça différemment. L'ensemble de tous les mots de 3 lettres. C'est quoi ? Ça se décompose de façon disjointe entre l'ensemble des mots de 3 lettres qui ne contiennent pas de A, en union, disjointe, avec l'ensemble des mots de 3 lettres avec au moins un A. J'espère que tout le monde voit ça. Donc l'ensemble des mots de 3 lettres, dans les mots de 3 lettres, soit il ne contient pas de A, soit il contient au moins un A. Mais donc avec ceci, on sait quoi ? On sait que le nombre qu'on cherche, donc le cardinal du nombre de l'ensemble des mots de 3 lettres qui contiennent au moins un A, ça va être le cardinal de l'ensemble des mots de 3 lettres, dont on retire le cardinal de l'ensemble des mots... J'ai écrit très très mal, désolé. Je vais
prendre un petit peu plus de place, comme ça. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, je déplace, je copie, je paste. Voilà. Voilà. Donc j'espère que vous comprenez. Pour compter le nombre de mots de 3 lettres qui contiennent au moins un A, il suffit de compter le nombre de mots de 3 lettres tout court. Ça, on a déjà fait. C'était 26 au cube. C'était le premier ici. 26 au cube. Moins, et on va retirer le nombre de mots qui contiennent pas de A. Donc c'est 26 au cube. Moins 26 au cube. Moins 25 au cube. Et donc notre réponse, ça va être 26 au cube moins 25 au cube. Et j'espère très sincèrement que ça va faire la même chose. Donc je vais calculer sur un petit calculette. 26 au cube moins 25 au cube. Et ça, si on calcule, ça fait 1951. Alors de façon assez rigolote, on vient aussi de montrer que ce résultat-là était égal à celui-là. Et on l'a montré avec un argument de type combinatoire. Alors, vous ferez d'autres exercices, vous ferez plein d'exercices là-dessus dans les TP. Maintenant, je vais continuer avec le slide 16, dans lequel on donne cette définition importante qui est la définition de permutation. Alors, c'est quoi une permutation ? Si vous avez un ensemble à n éléments, une permutation de cet ensemble, c'est un mélange des éléments de cet ensemble. C'est ce que je racontais en classe. C'est une façon de mettre en ligne les éléments de l'ensemble. Donc, par exemple, si vous avez... attendez, avant de parler de permutation, je vais encore faire un exemple que je n'avais pas mentionné en classe non plus. Je me rends compte que je ne suis pas en train de le faire maintenant non plus. On va faire un dernier exemple de calcul de dénombrement avec contrainte. Donc exemple ici, combien de mots de 3 lettres différentes. Ça, je ne vais pas faire en classe. Alors pour avoir un mot de 3 lettres différentes, on a 3 éléments, on a 3 termes dans notre suite. On a combien de contraintes pour le premier ? On a 26 contraintes pour le premier, parce que c'est un mot avec des lettres de l'alphabet, donc de A à Z. Pour la seconde, le second terme, dès le moment où on a choisi la première lettre, donc celle qui va aller en première position, celle-là, on n'a plus que 25 places possibles, évidemment. On n'a plus que 25 contraintes possibles, parce qu'on ne peut pas reprendre la même lettre que celle qui était donnée, qui a été mise en première place. Et donc, on n'a plus que 25 contraintes disponibles pour la seconde. Et dès qu'on a choisi les 2 premières, on ne peut pas choisir les 2 premières pour avoir 3 lettres différentes. On n'a plus que 24 possibilités pour la 3e lettre. Donc, ce qui est important, c'est qu'on rentre les contraintes dans l'ordre. La première contrainte, la 2e contrainte, puis la 3e contrainte. Et donc, si on applique l'action 2, il nous dit quoi ? Il nous dit qu'on a une suite à 3 termes dont il y a 26 contraintes pour le premier terme, 25 pour le deuxième, 24 pour le troisième. Il y a combien de suites de cette forme ? Il y en a 26 fois 25 fois 24. Donc, si on impose des contraintes, disons, dynamiques, il faut les assigner dans l'ordre. Donc la première contrainte, suivi de la 2e contrainte, suivi de la 3e contrainte, puis on applique bêtement l'action. Combien est-ce qu'il y a de mots de 3 lettres différentes ? Il y en a 26 fois 25 fois 24. Combien est-ce qu'il y a de nombres à 2 chiffres différents ? Alors là, ça va un peu dépendre. Est-ce que si le premier chiffre... Alors, on a 2 chiffres, donc on a 2 éléments dans notre suite. Le premier, il y a 9 choix, parce que ça peut être de 1 à 9. Et pour le deuxième élément de ma suite, dès le moment où j'ai choisi un chiffre de 1 à 9, ça ne peut pas être celui-là, donc je n'ai plus que 8 contraintes disponibles pour avoir les chiffres parmi de 1 à 9.
Et donc, ça va être quoi? Ça va être... Je vais peut-être détailler un peu plus. Alors, combien y a-t-il un nombre à deux chiffres? Il y a tous ceux qui se terminent par 0. Plus tous ceux qui ne se terminent pas par 0. On est d'accord? Soit si on a un nombre à deux chiffres, soit s'il se termine par 0, soit s'il ne se termine pas par 0. Il y a combien de nombres à deux chiffres qui se terminent par 0? Ici, j'ai donc deux éléments dans ma suite. J'ai une seule contrainte possible pour le dernier, c'est que ça se termine par un 0. Je vais peut-être mettre ça comme ça. Et j'ai 9 contraintes disponibles ici. Donc, je vais avoir combien? Je vais avoir 9 nombres à deux chiffres qui se terminent par 0. Et puis, combien est-ce que j'ai de nombres à deux chiffres qui ne se terminent pas par 0? J'ai toujours 9 choix pour le premier. Sauf que maintenant, je n'ai plus que... J'ai 8 contraintes possibles pour la deuxième, parce que ça ne peut pas être 0. Donc, j'ai que des choix de 1 à 9, et ça ne peut pas être le même que le premier. Donc ici, je vais avoir 9 fois 8. Et donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner 9 plus 9 fois 8, c'est-à-dire 9 au carré. Une autre façon de faire qui serait un peu plus directe, mais peut-être moins évidente, c'est de dire j'ai mes deux chiffres, j'ai 9 contraintes pour la première, donc de 1 à 9, et pour le deuxième, ça ne peut pas être le premier, mais ça peut être 0, donc j'ai aussi 9 contraintes pour le deuxième, et donc ça me fait 9 au carré. Ok, voilà, j'espère que c'est clair maintenant. Donc maintenant on passe au slide suivant, on va parler de permutation. Donc je vais essayer de garder le même code couleur, on va mettre un petit orange. Comme ça. Donc pour les permutations, à la base c'est une définition. On dit qu'une suite, si on a un ensemble à n éléments, une permutation des éléments de cet ensemble, c'est simplement une façon de mélanger, de construire une suite ou de construire un mot avec les éléments de cet ensemble. Donc on va peut-être faire un exemple. Si j'ai l'ensemble des lettres A, B, C, D, E, une permutation de cet ensemble-là, ça va être simplement le mot A, B, C, D, E. Une autre permutation de cet ensemble-là, ça va être B, E, C, A, D. Une autre permutation, ce serait B, C, D, E, A, etc., etc. Vous avez compris le principe. Donc on prend, quelque part, on peut visualiser ça assez simplement, on prend les éléments de l'ensemble et on les mélange et on les met en ligne. Un peu comme un Rumicube, quand vous jouez à Rumicube, vous prenez les petites j'ai un trou de mémoire pour le mot, vous prenez les éléments du jeu, et puis vous les mettez en ligne sur votre palette. Les tuiles, vous prenez les petites tuiles du jeu Rumicube et vous les mettez en ligne. Alors, on définit, donc chez moi c'est une définition, n factoriel, c'est la réponse à la question de combien de façons de permuter n objets différents. Donc n factoriel, c'est une réponse à une question. Si on vous demande de combien de façons est-ce que je peux mélanger n objets, c'est n factoriel. Par exemple, si vous avez un ensemble à 5 éléments, le nombre de permutations des éléments de A, peut-être pas A, je vais l'appeler ça oméga, des éléments de oméga, c'est égal à 5 factoriel. Après, il y a une question qui se pose naturellement, c'est que vaut 5 factoriel? Ça, pour moi, c'est une proposition ou un théorème. Je vais appeler ça un théorème, donc je vais prendre ici, théorème. Le théorème, il dit quoi? Il dit que n factoriel, c'est n fois n-1, oups, j'écris très très mal, c'est n fois n-1 fois n-2 fois 3 petits points, fois 2 fois 1. Pourquoi? La preuve elle est très simple. C'est simplement, on applique l'axiome 2 avec des contraintes successives. Donc n factoriel, c'est quoi? C'est une façon de permuter n éléments. Donc on a n éléments, 1, 2, 3 petits points, l'avant-dernier et le dernier. Il y a combien de contraintes pour le premier élément de la suite? Il est libre. On le choisit librement dans l'ensemble de 1 à n. Donc il y a n contraintes pour lui.
Une fois que le premier est choisi, le second, il ne peut pas être le même. Parce qu'on prend à chaque fois dans les éléments, on prend chaque élément successif dans l'ensemble de termes qui restent. Donc il ne reste plus que n-1 contraintes, ensuite il y a n-2 contraintes, et ainsi de suite, jusqu'à, il n'y a plus que 2 contraintes, puis une contrainte pour le dernier, vu qu'une fois qu'on a choisi tout le monde, il reste le dernier. Imaginez quand vous étiez en cours de gym et qu'il fallait construire les équipes, une fois qu'on avait choisi tout le monde et qu'il restait le ou la dernière que personne ne voulait, l'équipe qui devait choisir n'avait plus le choix. Donc, par l'action 2, on obtient le résultat annoncé, c'est-à-dire qu'il y a combien de suites construites de cette façon-là, n fois n-1 fois n-2, etc. jusqu'à x2 fois 1. Donc ça conclut la preuve. On peut calculer 3 factoriels, donc du coup 3 factoriels c'est 6. 10 factoriel, c'est 10 fois 9 fois 8 fois 2 fois 1. Ça fait combien? Ça fait beaucoup, ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est gigantesque. 10 factoriel, c'est 3, 6, 2, 8, 8, 0, 0. Alors, pour information, parce que c'est pas non plus fascinant, mais je vais juste... Je vais calculer 100 factoriel. Alors 100 factoriel, c'est un nombre... Est-ce que je peux partager ça facilement? On va voir. Je chipote. Je chipote sur un autre écran, comme ça vous savez. Et je fais une capture d'écran. Et je vais essayer de l'envoyer sur... Voilà. 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 Ça, c'est 100 factoriel. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je suppose que vous voyez mon écran, j'espère. 100 factoriel, c'est ce nombre absolument délirant qui est là. Et en fait, si vous y réfléchissez, vous avez appris que les puissances gagnaient sur les polynômes quand vous faisiez des limites. Donc ceux d'entre vous qui ont fait des limites, vous avez vu ce genre de choses. La factorielle va plus vite vers l'infini. La factorielle que les puissances. C'est juste une remarque en passant, c'est pas fondamental pour notre cours ici. Alors, peut-être encore une petite manipulation de ceci. Exemple, disons. On va remarquer que 10 factoriel sur 6 factoriel, ça vaut combien? Ça vaut 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et je divise par 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Oui, évidemment, on voit déjà ce qui se passe. Tous les termes ici vont simplifier avec celui-ci. Du coup, il va nous rester 10 fois 9 fois 8 fois 7. Okay, donc 10 factoriel divisé par 6 factoriel, ça fait 10 fois 9 fois 8 fois 7. La valeur numérique exacte, ça m'importe peu. Alors ça, c'est peut-être pas si fascinant que ça, mais dans l'autre sens, ça va être utile tout de suite. Si je fais 25 fois 24 fois 23 fois 22, en fait, c'est égal à 25 factoriel divisé par 21 factoriel. Vous remarquez, on a 6 factoriel, en fait, on a 7 ici. Même chose, c'est très lisible. C'est un 22, ça. 22, on a 21 factoriel. Voilà. Alors ça c'est la définition de permutation et les premiers calculs. La définition suivante, c'est le slide suivant sur lequel on avait terminé le cours précédent, je crois. C'est la définition d'arrangement. On va maintenant aborder ce thème-là. Donc, permutation, ça nous mène à la notation n factorielle. Arrangement, ça va nous amener à la notation a, k, n. Je mets en couleur, comme ça vous pourrez gentiment relire. Enfin, vous aurez une structure qui sera claire quand vous relirez plutôt.
Alors un arrangement, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on obtient quand on réfléchit un peu plus avec un ensemble, un peu plus que de simplement mélanger les éléments de cet ensemble. Donc l'arrangement c'est quoi? On va prendre un exemple. J'ai mon ensemble A, B, C, D, E. Et au lieu de vouloir mélanger tous les éléments de cet ensemble, je voudrais simplement en prendre 3. Et je me demande de combien de façons puis-je prendre mes trois éléments. On peut en prendre 3 et les mettre en ligne. Donc je vais en mettre 3 en ligne. Je vais faire une photo de groupe avec seulement 3 de mes 5 ensembles. Des 5 éléments de mon ensemble. Donc de combien de façons puis-je faire ça? Regardons, il y a des exemples. Donc je préfère A, B, C, je préfère A, B, D, je préfère A, C, E, je préfère C, D, E. Pardon. Je pourrais aussi faire B, C, A, je pourrais aussi faire B, D, A, je préfère C, E, A. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais si on y réfléchit, c'est facile à compter grâce à l'axiome 2. On a 3 termes dans notre suite. Il y a combien de choix pour le premier terme? J'ai 5 choix pour le premier terme, de A à E. Une fois que le premier terme est choisi, je n'ai plus que 4 choix pour le second. Une fois que les 2 premiers sont choisis, je n'ai plus que 3 choix pour le troisième. Ça me donnait 5 x 4 x 3. Et grâce à ce qu'on a raconté juste avant, on remarque que ça vaut 5 factoriel divisé par 2 factoriel. Ce sera important pour la suite. La définition d'un arrangement, c'est... Est-ce que je sais plus, je n'avais pas choisi de code couleur pour les définitions. Je vais juste un peu harmoniser mes choix de notation. Donc, la définition d'un arrangement, voilà. La définition d'un arrangement, c'est simplement dire que A, K, N, c'est le nombre de façons d'arranger K qu'on a choisi, K objet différent bien entendu, c'est sous-entendu, qu'on a choisi parmi N possibilités. Donc A, K, N, c'est un arrangement de K parmi N. Donc par exemple, ce nombre-ci, ça va être A, 3, 5. On a arrangé 3 parmi 5. Donc ça me donne ma définition. Un arrangement, c'est une réponse à une question. À nouveau, exactement comme pour les permutations, la valeur numérique est consécutive à la définition. Donc dans un premier temps, de combien de façons puis-je choisir 3 et arranger 3? Pas choisir, mais arranger 3 parmi les éléments choisis entre A, B, C, D, E. En fait, la réponse est très très simple, c'est A, 3, 5. Et il se trouve que A, 3, 5, ça vaut 5 fois 4 fois 3. Mais ce n'est pas ça le plus important. Alors de nouveau, il y a un petit théorème qui permet de calculer ces trucs-là. C'est simplement l'axiome de multiplication qu'on applique. A, K, N, ça vaut N fois N-1 fois N-2 jusqu'à fois... Alors une petite astuce, ça va être N moins K plus 1. Donc par exemple ici, le 3, je vais peut-être le mettre en orange, le 3 il vaut évidemment 5 moins 3 plus 1. Il y a le plus 1 qui doit arriver ici. Donc on va jusqu'à N moins K plus 1. Et ça vaut, grâce à ce qu'on a raconté avant, ça vaut N factoriel divisé par N moins K factoriel. Donc ça me donne une règle de calcul. Une règle de calcul pour... Donc là, on avait une règle de calcul pour les factoriels. Maintenant, on a une règle de calcul pour les arrangements. A, K, N, c'est la réponse à la question de combien de façons puis-je arranger K éléments choisis parmi N. Et numériquement, A, K, N... Bon, j'abandonne. Numériquement, A, K, N, ça vaut N factoriel divisé par N-K factoriel. On va peut-être faire quelques exemples, même si c'est pas absolument fascinant.
Donc, quelques exemples. De combien de façons puis-je choisir donc combien de mots de 4 lettres puis-je former avec les 4 lettres différentes dans l'alphabet classique, dans l'alphabet standard? Soit on réfléchit comme on avait fait avant, c'est-à-dire on avait imposé les contraintes dans l'ordre et on dirait que c'est 26 fois 25 fois 24 fois 23. Parce qu'on met les contraintes dans l'ordre, on a 26 choix pour la première, 25 choix pour la seconde, 24 choix pour la troisième et 23 choix pour la quatrième. Ou alors on pourrait simplement dire ça vaut A4, 26. On a un ensemble à 26 éléments différents, on veut en choisir 4 parmi ces 26. Et A4, 26 est exactement la réponse à la question de combien de façons puis-je faire ceci. Et on remarque évidemment que ce nombre-là, c'est 26 factoriel divisé par 22 factoriel. Attention, c'est 22. Le 23 ici, il vaut effectivement 26 moins 4 plus 1. N'oubliez pas le plus 1. Peut-être un autre exemple. Combien de mots mots de 4 lettres différentes? Ah, peut-être... Non. Si. Juste petite remarque en passant sur l'exemple précédent. Si on enlève la contrainte d'avoir des mots de 4 lettres différentes, la réponse n'est plus du tout un arrangement. La réponse est simplement 26 à la puissance 4. On a 26 choix pour la première, 26 choix pour la seconde, jusqu'à 26 choix pour la quatrième. N'oubliez pas que dans la formulation du dénombrement que vous cherchez à faire, vous avez une indication si c'est plutôt un arrangement que vous cherchez ou si c'est plutôt un simple produit. Alors, une autre question un peu bébête, c'est de combien de mots de 4 lettres différentes puis-je faire avec l'alphabet binaire? Ça, en fait, c'est une question idiote, parce que combien de mots puis-je faire dans l'alphabet binaire 0,1? La réponse, elle est offerte, c'est A4, 2. On veut choisir 4 différents parmi 2 possibles, et A4, 2, ça va être évidemment 0. Parce qu'il n'y a pas moyen de choisir 4 différents dans l'alphabet binaire. Donc ça nous mène à une deuxième partie du théorème, qui permet de calculer les AKN. C'est que AKN vaut 0 si K est plus grand que N. Encore un exemple. De combien est-il de mots de 4 lettres dans l'alphabet génétique A, C, G, T, donc de 4 lettres différentes dans l'alphabet génétique? La réponse, ça va être A4, 4. Et A4, 4, ça vaut quoi? Ça vaut 4 factoriel divisé par 4 moins 4 factoriel. Ça veut donc dire ça vaut 4 factoriel. De manière générale, on a le fait que ANN, c'est... Ah, j'ai une faute de frappe dans mes notes. C'est n factoriel. Heureusement que je le fais celui-là. ANN, c'est n factoriel. Attention, j'avais fait une faute ici. Ok, j'espère que c'est clair. Évidemment, comme pour le reste, si vous avez une question, vous m'envoyez un petit mail ou vous me contactez par Teams et j'essaierai de vous répondre. Alors, je vais peut-être enlever ce quadrillage-là qui perturbe la relecture. J'enlève celui-ci aussi. Voilà. Oups, pardon, ça je voulais pas enlever. Donc, ça va être la partie 1. Ça va être la partie 2. Ça va être la partie 3. Et on arrive à la dernière partie que nous n'avions pas abordée en classe ensemble, sur laquelle je vais terminer cette petite vidéo. Et donc, ça va être la partie 4 qui sera appelée combinaison.
Donc ça va être CKN, ça va être la partie 4. J'encadre et je colorie en orange. Voilà, de toute beauté. Mais c'est de toute beauté. Bon, les combinaisons, c'est quelque chose d'encore un peu plus subtil. Donc on a les factoriels qui permettent de dénombrer le nombre de façons qu'il y a de permuter les ensembles, les éléments d'un ensemble plutôt. L'arrangement qui permet de dénombrer le nombre de façons qu'il y a de choisir un certain nombre d'éléments et puis de permuter cela. Et la combinaison, c'est simplement le nombre de façons qu'il y a de choisir. Donc par exemple, je reprends mon exemple, le premier qui était, on a l'ensemble A, B, C, D, E, et on veut choisir, disons, 3 lettres parmi les 5. Mais on ne veut pas spécialement les ranger. Donc on ne veut pas les ranger, on veut juste les choisir, donc on veut construire un ensemble de 3 éléments parmi les ensembles à 5 éléments. Combien de façons il y a de faire ça? Je peux choisir l'ensemble A, B, C, ou alors je peux choisir l'ensemble A, C, D, ou alors je peux choisir, qu'est-ce que j'avais mis? A, B, on s'en fout, je pense que vous avez compris le principe. Je peux aussi choisir A, D, E, etc., etc., etc. Mais comme l'ordre ne compte plus, ici, je ne vais pas recompter B, C, A, parce que ici, cet ensemble-là, il est en fait pareil que celui-là. Je ne vais pas recompter l'ensemble C, D, A, parce que, alors que dans l'arrangement, c'était une suite différente, dans les combinaisons, on veut juste choisir 3 lettres, on ne peut pas les arranger, et donc C, D, A ou A, C, D, c'est les 3 mêmes éléments. Donc on ne va pas compter autant, donc on ne va certainement pas compter autant d'ensembles qu'on en avait compté dans cette combinaison-ci, parce qu'ici on avait dit ABC, c'est pas la même chose que BCA, vu que c'est un mot différent. L'ensemble ABC et l'ensemble BCA, c'est le même. Donc le CKN va répondre à la question de combien de façons puis-je choisir K parmi N. Voilà, c'est ma définition. CKN, c'est le nombre de façons de choisir K parmi N. Parmi N. Et donc on a bien mis choisir. Oh zut. On a bien mis, je vais peut-être mettre ça en rouge, choisir, alors qu'ici on avait mis arranger. Ok? Et donc A, K, N, c'est un nombre de façons d'arranger, K parmi N possibilités. C, K, N, c'est un nombre de façons qu'il y a de choisir. C, K, N, c'est un nombre de façons de choisir K parmi N. Ce qui n'est évidemment pas la même chose. Donc je reviens à mon exemple. Combien est-il de façons de choisir 3 lettres parmi les lettres de l'ensemble A, B, C, D, E? La réponse est offerte par la définition, c'est C, 3, 5. Il y a un temps qu'il y a de façon de choisir 3 parmi 5. Alors si on voulait calculer la valeur numérique de ce truc-là, ce serait quoi? On a déjà calculé le nombre de façons qu'il y a d'arranger. On sait qu'il y a A, 3, 5 façons d'arranger les lettres. C'est ce qu'on avait calculé, c'est ce qu'on avait défini en fait quelque part ici. C'était A, 3, 5. Sauf que, je répète, quand on arrange, l'ordre compte, c'est-à-dire que la combinaison A, B, C, on va la compter avec B, C, A, C, A, B, C, enfin toutes les façons qu'il y a d'arranger 3 lettres. C'est-à-dire que cette combinaison-ci, on l'aura compté combien de fois? Autant de fois qu'il y a de façons d'arranger 3 lettres, donc de permuter 3 lettres. Il y a combien de façons de permuter 3 lettres? 3 factoriels. Donc cette combinaison-ci, on l'a comptée 3 factoriels fois. Celle-là, on va la compter 3 factoriels fois. Celle-là aussi, on va la compter 3 factoriels fois. Toutes les arrangements, on va les compter 3 factoriels fois en trop. Donc, pour avoir le nombre de combinaisons, il faut diviser par le nombre d'arrangements. De permutation des éléments de l'arrangement. C'est-à-dire que C3,5, ce sera égal à A3,5 divisé par 3 factoriels. Alors ça, c'est peut-être pas méga clair. Je vais peut-être faire ça dans l'autre sens. Donc, on a que A3,5,
c'est C3, 5 multiplié par 3 factoriel. Ça, c'est peut-être beaucoup plus facile à voir que dans l'autre sens. Pourquoi? A3, 5, c'est le nombre de façons d'arranger. 3 parmi 5. Et pour pouvoir arranger 3 parmi 5, d'abord on doit les choisir. On choisit, donc on choisit par exemple A, B, C, ou alors on choisit A, D, E. Puis une fois qu'on les a choisis, on les permute. Donc, et ça, c'est le nombre de façons qu'il y a de permuter. Donc A3, 5, c'est C3, 5 fois 3 factoriel, parce que A3, 5, c'est le nombre de façons qu'il y a d'arranger. Pour arranger, il faut d'abord choisir. Donc par exemple, on choisit A, B, C. Puis après, on prend les 3 lettres A, B, C et on les permute. Chaque permutation donnant un arrangement différent. Par conséquent, A3, 5, c'est C3, 5 fois 3 factoriel. Du coup, C3, 5, c'est A3, 5 divisé par 3 factoriel. Ça vaut combien? Ça vaut 5 factoriel, 5 factoriel divisé par 5 moins 3 factoriel, ça fait 2 factoriel. Et ça, on va encore le diviser par 3 factoriel. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que C3, 5, c'était 5 factoriel divisé par 2 factoriel divisé par 3 factoriel. Et ça vaut ce que ça vaut. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ça se calcule. De manière générale, on a un théorème qui dit quoi? Il dit que CKN, c'est quoi? C'est AKN divisé par K factoriel. Et donc ça vaut quoi? Ça vaut N factoriel divisé par K factoriel fois N moins K factoriel. Pourquoi? C'est le même argument en fait. On remarque que AKN, c'est le nombre d'arrangements de K parmi N. Nécessairement, c'est égal à quoi? CKN fois K factoriel. Du coup, on obtient la formule. Voilà. Petite conséquence immédiate de ce théorème, donc théorème 2, disons. CKN, ça vaut 0 si K est plus grand que N. Oui, parce qu'on ne peut pas choisir plus d'éléments qu'il y en a qui sont disponibles. C0n, ce sera égal à CNN, ce sera égal à 1. Simplement parce que combien est-ce qu'il y a de façons de choisir aucun élément d'un ensemble? Un seul. Et combien de façons y a-t-il de choisir tous les éléments d'un ensemble? Il y en a un seul aussi. Voilà. Alors, avec les combinaisons, on peut commencer à vraiment bien s'amuser. Les combinaisons, arrangement factoriel, permettent de déduire des trucs assez fascinants. Par exemple, on va prouver maintenant que quoi? Que somme pour K qui va de 0 à N des CKN, ça vaut 2 puissance N. C'est un assez joli théorème. Comment est-ce qu'on voit ça? On va voir ça de façon assez simple. Considérons un ensemble à n éléments. Je vais peut-être mettre oméga parce que j'ai quand même utilisé A régulièrement. Donc oméga, un ensemble à n éléments, donc oméga 1 jusqu'à oméga n. Combien y a-t-il de parties de oméga? C'est-à-dire combien de façons y a-t-il de former un sous-ensemble à partir des éléments de oméga. Donc je vais reformuler. C'est donc la même question de combien de façons puis-je combien y a-t-il de façons de former un sous-ensemble à partir
des éléments de oméga. Alors, la réponse à cette question-là, c'est peut-être plus simple de regarder ça avec un exemple. Imaginons que oméga, ce soit A, B, C, D, E. Combien y a-t-il de façons de former des sous-ensembles à partir des éléments de oméga? Soit j'ai le sous-ensemble vide, je choisis rien. Dans ce cas-ci, je n'ai qu'une seule façon de choisir rien. Je choisis rien. Soit j'ai un ensemble à un élément. C'est-à-dire combien de façons y a-t-il de former un ensemble à un seul élément que je choisis parmi les éléments de l'ensemble A, B, C, D, E. Il y en a combien? Soit je prends la lettre A, soit je prends la lettre B, soit je prends la lettre C, soit je prends la lettre D, soit je prends la lettre E. Il y a évidemment 5 singletons que je peux former à partir des éléments de l'ensemble oméga. Mais ça, j'ai de nouveau réfléchi, j'aurais pas dû. Je sais que la réponse à cette question-ci, c'est simplement C1, 5. Puis on calcule, C1, 5, ça vaut effectivement 5. Donc pour former un ensemble, un sous-ensemble à partir des éléments de oméga, soit je prends 0 élément, c'est-à-dire je prends un ensemble vide, il n'y a qu'une seule façon de faire ceci. Soit je prends un ensemble à un élément, un singleton, il y a 5 façons de faire ceci, C1, 5. Soit j'ai un ensemble à 2 éléments. Combien y a-t-il de sous-ensembles à 2 éléments? C2, 5. Combien y a-t-il de sous-ensembles à 3 éléments? C3, 5. À 4 éléments, C4, 5. À 5 éléments, C5, 5. Alors, C2, 5, ça se calcule. C2, 5, ça vaut 5 factoriel sur 3 factoriel fois 2 factoriel. Ça vaut 5 fois 4 divisé par 2, ça fait 10. C3, 5, ça vaut 5 factoriel sur 2 factoriel fois 3 factoriel. C'est en fait le même nombre, donc ça vaut 10. C4, 5, ça vaut 5 factoriel sur 4 factoriel fois 1 factoriel. Ça vaut 5. Et C5, 5, ça vaut 1. Et donc j'obtiens quoi? Combien y a-t-il de façons de former un sous-ensemble à partir des éléments de oméga? La réponse, c'est simplement 1 plus 5 plus 10 plus 10 plus 5 plus 1. Ça vaut combien? Ça vaut 20, 30, 32. Ça vaut 32. Il y a donc 32 façons de former un sous-ensemble à partir des éléments de oméga. Et moi, je vous avais annoncé dans mon petit théorème ici que c'était en lien avec ce que j'avais écrit ici. Somme des C k n qui vaut 2 puissance n. Déjà, ici, on remarque que 32, c'est effectivement égal à 2 puissance 5. Et ça c'est quoi? Ça, c'est C05 plus C15 plus C25 plus C35 plus C45 plus C55. On vient de voir que la somme des CKN, pour K qui va de 0 à 5, elle vaut effectivement 2 puissance. Ce machin-ci, ça compte quoi? Ce machin-ci, ça compte le nombre de façons qu'il y a de former un sous-ensemble à partir d'un ensemble à 5 éléments. Et ce que je vous annonce, c'est qu'en fait, ceci aussi, ça vaut exactement la même chose. Comment est-ce qu'on peut voir ça? 2 puissance 5. Alors, qu'est-ce qu'on a? On veut former un sous-ensemble d'un ensemble à 5 éléments. Donc, on veut former un sous-ensemble à partir d'un ensemble à 5 éléments. 5 éléments, ça va être quoi? Ça va être A, B, C, D, E. Oui, mais pour former un sous-ensemble d'un ensemble à 5 éléments, comment on fait? On prend notre petit crayon de couleur et on dit, lui, il est dedans ou il n'est pas dedans. Donc, ce premier élément-ci, pour former mon sous-ensemble, je décide, soit il appartient à mon sous-ensemble, soit il n'appartient pas à mon sous-ensemble. Pour celui-ci aussi, je vais décider si celui-ci appartient à mon sous-ensemble ou si celui-ci n'appartient pas à mon sous-ensemble. Et ainsi de suite. Pour chacun des éléments de mon ensemble de départ, je décide s'ils appartiennent ou s'ils n'appartiennent pas au sous-ensemble que je vais créer. Par exemple, le sous-ensemble A,
donc de 5 jetons qui contient que l'ensemble A, bah, c'est le sous-ensemble où j'ai décidé que lui était dedans, mais lui et lui ne sont pas dedans. De même, pardon, le sous-ensemble, donc ça c'est en mauve. De même, le sous-ensemble DE, bah, lui il est créé en décidant que lui il est dedans, mais lui et lui ne sont pas dedans. Donc ça c'est mon sous-ensemble DE. Donc en fait, pour créer un sous-ensemble d'un ensemble à 5 éléments, il suffit d'assigner soit un appartient, soit un n'appartient pas à chacun des éléments de cet ensemble à 5 éléments. Il y a combien de façons de faire ceci? Ben, j'ai 2 choix pour le premier élément, j'ai 2 choix pour le second élément, j'ai 2 choix, donc les 2 choix c'est soit j'appartiens, soit j'appartiens pas. J'ai 2 choix pour chacun de ces éléments, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 fois 2 choix pour chacun des éléments de mon ensemble, ben, ça me vaut 2 puissance 5. Ce 2 puissance 5, il compte la même chose que cette somme qui est ici. Cette somme-là, elle compte le nombre de façons qu'il y a de créer un sous-ensemble parmi un ensemble à 5 éléments, et ce 2 puissance 5, il contient aussi, sauf qu'il le compte, enfin il compte ça aussi, sauf qu'il le compte différemment. On vient donc de démontrer que ce nombre-là et ce nombre-là dénombrent la même chose, donc ils sont égaux. De manière générale, si je compte le nombre de façons de construire un sous-ensemble à partir d'un ensemble à n éléments, bah alors j'ai 2 façons de faire ceci. Soit je fais la somme pour k qui va de 0 à n de ckn, parce que ça C0n compte le nombre de façons qu'il y a de choisir un ensemble à 0 éléments, C1n compte le nombre de façons qu'il y a de choisir un sous-ensemble à 1 élément, C2n et ainsi de suite jusqu'à ckn, jusqu'à cnn. Donc celui-ci c'est avec 0 élément, celui-ci c'est avec 1 élément, et ainsi de suite. Et celui-ci, c'est avec n éléments. Donc cette somme-là compte le nombre de façons qu'il y a de choisir, de construire un ensemble à partir d'un ensemble, de construire un sous-ensemble, à partir d'un ensemble à n éléments. Mais je peux aussi simplement faire 2 à la puissance n. Donc ça, c'est quoi? Je mets les contraintes, j'ai mes éléments de 1 du premier au nème, et à chacun, je décide, soit je dis qu'il appartient, soit je dis qu'il appartient pas, et ainsi de suite. Je fais ça n fois, et j'applique mon axiome 2. 2 puissance n aussi dénombre le nombre de façons qu'il y a de construire un ensemble à partir d'un ensemble à éléments. On vient donc de démontrer sans aucune formule que somme des ckn et 2 puissance n dénombrent la même chose. Ils sont donc égaux. Petite preuve en agitant les mains. Petite remarque, certains d'entre vous se souviennent peut-être du binôme de Newton qui dit que x plus y à la puissance n, c'est la somme pour k qui va de 0 à n de c k n x à la puissance k, y à la puissance n moins k. À partir de ceci, on peut démontrer la même chose en fait. Si je prends x égale 1 et y est égal à 1, j'ai 2 puissance n qui vaut la somme k qui va de 0 à n de c k n. 1 à la puissance k fois 1 à la puissance n, c'est le même résultat. Alors, peut-être un exemple un peu moins compliqué que celui-ci. De combien de façons peut-on former un comité de 4 personnes? Donc je prends le premier exemple dans mon slide ici, celui-ci. De combien de façons peut-on former un comité de 4 personnes dans un groupe de 8 personnes? Je veux choisir 4 personnes parmi 8, il n'y a pas de contrainte, ça va être C, 4, 8. Pour le deuxième, de combien de façons peut-on former un comité de 4 personnes qui contient 2 hommes et 2 femmes dans un groupe de 8 personnes où il y a 4 hommes et 4 femmes? Donc il y a 2 hommes à choisir parmi 4 et il y a 2 femmes à choisir parmi 4.
De combien de façons peut-on former un comité dans un groupe de 8 personnes? Mais un comité, soit il n'y a personne... la question n'est pas très bien posée. Je suppose que je veux dire un comité non vide. Je vais quand même rajouter ça dans mes notes ici. Donc ça veut dire je veux soit j'ai une personne, soit j'ai 2 personnes, soit j'ai 3 personnes. Donc ça va être C1, 8, j'en choisis une, ou C2, 8, j'en choisis 2, jusqu'à C8, 8. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça se calcule assez facilement, parce que je sais que si j'avais C0,8 dans ma somme, je serais à 2 puissance 8, donc ça va être 2 puissance 8 moins 1. Donc ça vaut, je ne sais pas ce que ça vaut. De combien de façons peut-on former un comité avec un président dans un groupe de 8 personnes? Je vais former un comité avec un président. Donc là, j'ai mes 8 personnes. Tac, tac, jusqu'à la 8e. Je choisis le président. Donc j'ai combien de façons de choisir le président? J'ai 8 façons de choisir le président. Et puis après, je vais lui adjoindre un sous-groupe. Donc je vais adjoindre soit 0 personnes, soit 1 personne, soit 2 personnes. En fait, ça va être 8 fois autant qu'il y a de façons de choisir un sous-ensemble parmi les 7 personnes qui restent. Donc ça va être 8 fois 2 puissance 7. Les 2 exercices suivants, le premier on l'a fait, donc celui-ci on l'a fait. Et celui-là, je vous laisse y réfléchir et on commencera le cours prochain par la démonstration de cet énoncé-ci. Ok? Donc le cours prochain, le cours de lundi, on commencera par cette démonstration. Alors je crois que j'arrive au bout. Ce que vous devez retenir de cette section, et donc vous avez vu que la section est quand même relativement compliquée une fois qu'on rentre dans les vraies maths. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'un ensemble, c'est une collection d'objets. On munit l'ensemble des ensembles d'opérations ensemblistes que sont l'union, l'intersection, le complémentaire. La cardinalité d'un ensemble correspond au nombre d'éléments qu'il contient. Une suite est une liste ordonnée. L'axiome 1 et ses conséquences permettent de dénombrer les unions d'ensemble. L'axiome 2 permet de dénombrer les suites. La quantité n factorielle a, kn et c, kn sont des réponses à des questions. N factorielle, c'est la réponse à la question combien y a-t-il de façons d'arranger n... je n'importe quoi moi. D'arranger k parmi n. AKN, c'est la réponse à la question combien y a-t-il de façons d'arranger... Ah non, j'ai rien dit, pardon, excusez-moi, c'est moi qui commence à fatiguer. N factoriel, c'est la réponse à la question combien de façons y a-t-il d'arranger n éléments. AKN, c'est la réponse à la question combien de façons y a-t-il d'arranger k qu'on choisit parmi n lorsque l'ordre est important. Et CKN, c'est la réponse à la question combien y a-t-il de façons de choisir k parmi n lorsque l'ordre n'a pas d'importance. Et peut-être dans les formules, il faut aussi retenir que AKN, c'est CKN fois n factoriel. Celle-là, elle est quand même relativement importante. Voilà.